Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission du Centre d'action laïque pour parler de la situation au Congo et au Kivu. Plus précisément, on le sait, le groupe les rebelles du M23 sont entrés à Goma et depuis quelques jours à Bukavu, créant une catastrophe humanitaire et une situation explosive là-bas. On va faire un petit peu le point sur les enjeux et les solutions à y apporter et les dangers, évidemment, pour toute la région. Je suis ravie de recevoir Madi Thiembe. Bonjour Madi. Bonjour Catherine. Vous êtes présidente de l'association Action des femmes pour le développement, AFED, qui scolarise une soixantaine d'enfants au Kivu depuis plusieurs années. C'était l'idée de créer cette association, mais vous allez nous l'expliquer, née de la révolte éprouvée, des témoignages et des images de violences faites aux femmes et aux jeunes filles là-bas. Nous avons également François Reikmans. On vous connaît bien. Bonjour François Reikmans, vous êtes journaliste et grand spécialiste de l'Afrique. Vous avez travaillé longtemps pour l'information radio à la RTBF et couvert tous les événements au Zaïre-Congo, au Rwanda, au Burundi en reportage. Et comme envoyé spécial, vous allez nous ouvrir sur toutes ces connaissances que vous avez engrangées et cette vision experte que vous avez de la région. Je vais d'ailleurs commencer par vous demander, le Kivu, on le sait, c'est à l'est du Congo, de RDC Congo, à la frontière avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Pourquoi est-ce que depuis toujours, pour résumer un peu en quelques phrases, pourquoi est-ce que cette région, principalement, est le théâtre d'affrontements si violents depuis des décennies ? Je crois essentiellement pour deux raisons. La première raison, elle est interne au Congo, à la République démocratique du Congo. C'est qu'il y a un problème de reconnaissance des minorités et d'acceptation de la nationalité pour certains groupes qui se situent dans le Kivu et qui revendiquent de pouvoir être nationaux, comme ils le sont d'ailleurs, et de ne pas d'être protégés comme minorité. Et donc il y a un problème d'accès à l'espace politique pour ces groupes qui ont parfois été attaqués ou minorisés. Et l'autre problème, il est régional. C'est que les pays comme l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, qui sont enclavés, qui sont des pays à économie agro-pastorale et à très forte densité de population, ont besoin aussi d'un espace économique qui, lui, est dirigé vers l'ouest, vers la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas un hasard, puisque l'axe de l'Est est un axe agro-pastoral plutôt pauvre, tandis que l'axe central, où passe le Kivu jusqu'au Katanga, mais qui descend jusqu'en Afrique du Sud, est un axe minier extrêmement riche. Et donc là, il y a un enjeu régional où, d'une certaine manière, le Rwanda, l'Ouganda, dans une moindre mesure le Burundi, ont besoin aussi de cet espace pour pouvoir se développer économiquement. Et je pense personnellement qu'il y aurait moyen de trouver des formules gagnant-gagnant dans cette affaire. Ça, c'est un autre débat. Mais la première raison que vous évoquiez, donc, ce serait en fait une cartographie démographique, ethnique, qui a été faite il y a plusieurs années de cela, en englobant des ethnies non reconnues, c'est ça en fait? Non, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui au Congo, et notamment et surtout, je dirais, à l'ouest du Congo, on connaît très peu cette situation qui est à la fois historique, sociologique, sociale. Il y a toujours eu des personnes qui parlaient rwandais, qu'il y a Rwanda au Congo, des Hutus et des Tutsis congolais, il y en a eu avant l'arrivée des Blancs. Les frontières n'ont rien arrangé, mais voilà, et puis il y a eu des vagues d'immigration qui ont été reconnues dans les années 30 notamment. Donc il existe des rwandophones au Congo. Je sais que tout le monde n'aime pas le terme rwandophone, mais donc il existe des Hutus et des Tutsis au Congo. Et puis alors il y a eu les vagues de réfugiés qui sont arrivées beaucoup plus tard, ce qui a évidemment compliqué la donne. Le problème, c'est que la rébellion du M23, c'est une rébellion qui est en grande partie instrumentalisée par le Rwanda et par l'armée rwandaise, ça c'est assez clair, mais ces revendications sur la nationalité congolaise pour ces Tutsis congolais, elles sont importantes et elles sont correctes. Et donc les Hutus et les Tutsis du Nord Kivu et du Sud Kivu ont besoin de cette reconnaissance de nationalité quand elle est légitime, évidemment. Rappelez-nous en quelques mots, le M23, en fait, comment est-il né ? C'est qui sont ces rebelles? Le M23 est une résurgence d'anciennes rébellions pro-Kigali ou pro-rwandaises de l'Est du Congo. Il y en a eu plusieurs. Alors, avec des objectifs à elles, notamment ici, je vous dis, la reconnaissance de la nationalité et un espace politique à l'intérieur de la RDC, tandis que le Rwanda, lui, a d'autres objectifs. On a parlé de l'objectif non pas de contrôler la région, mais de pouvoir l'utiliser comme un espace économique commun. D'où est-ce que c'est né? C'est né effectivement d'une
minorisation par le pouvoir, où ces gens ont été souvent menacés et ils se sont retournés assez logiquement. Madi sera peut-être plus nuancé ou expliquera ça autrement. Ils se sont retournés assez logiquement vers les seuls qui pouvaient les soutenir, à savoir le Rwanda, l'Ouganda et parfois même le Burundi dans des camps opposés. Alors ils étaient, dit-on, silencieux depuis une dizaine d'années. Pourquoi se réveillent-ils maintenant? Est-ce que c'était prévisible? Oui, parce qu'en fait, le président Tshisekedi a commencé à négocier avec le M23 et à un moment, les négociateurs sont même venus à Kinshasa pendant plusieurs semaines. Et donc, effectivement, ils ont cru à certaines promesses d'intégration et d'ouverture politique à l'intérieur de l'espace congolais, et puis tout s'est arrêté. Et ils appliquent la même stratégie que celle de l'armée rwandaise, fight and talk. Voilà. Je négocie. Tant qu'on négocie, ça va. Si on arrête de négocier, je prends les armes. Et ici, cette fois-ci, ça va beaucoup plus loin, parce qu'ici, les revendications du M23 sont effectivement de s'étendre sur une très vaste zone et, en quelque sorte, de se nourrir en prenant des mines et en prenant des ressources. En fait, la prise de certaines mines, comme la mine de Roubaïa, qui produit 300 000 $ par mois, je ne sais pas si on peut imaginer, le rapport de l'ONU dit 800 000 $ dans la zone occupée par le M23 par mois, ça fait $1 milliard. Le budget de la RDC, c'est 15 milliards, vous imaginez, pour l'ensemble de cet immense pays. Et donc, cette préhension, je dirais, de zones de mines, c'est pour pouvoir nourrir la rébellion. Et effectivement, maintenant, elle s'est étendue. Elle a pris Bukavu 15 jours après la prise de Goma. Et maintenant, on voit bien, il y a deux offensives. Une offensive vers le sud. Et même encore par rapport à hier soir, on sait que le M23 et l'armée rwandaise sont descendus le long de la frontière du Burundi, probablement pour couper les espaces de communication militaire entre le Burundi qui soutient la RDC et la RDC. Donc on va boucler la frontière. Et les échanges. Et alors une autre offensive vers le nord où le M23 et l'armée rwandaise montent vers une zone, mais qui est elle-même une sorte de zone protégée pour l'Ouganda. Il faut savoir que l'Ouganda est à la fois un allié du Rwanda dans certaines affaires, et en même temps un concurrent. Et le message de l'armée ougandaise, depuis 8 jours, est très clair. Ils ont réinvesti l'Ituri, donc qui est la province tout au nord de cette zone. Ils ont réinvesti et renvoyé des soldats dans l'Ituri. Le message est clair, c'est attention, ça c'est notre zone, vous les Rwandais, vous n'y venez pas. Donc il y a à la fois alliance, mais aussi rivalité et en tout cas concurrence. Donc là, le M23, on parle d'un territoire qu'ils ont conquis de combien? C'est plus grand que la Belgique. Si vous faites, c'est plus grand que la Belgique. Si vous faites si vous connaissez un tout petit peu la carte, ils sont montés au-dessus du lac Kivu jusqu'au lac Édouard. Plus de la moitié de la verticalité du lac, si vous voulez, vers Lubero, vers le Grand Nord, comme on l'appelle, le Grand Nord du Nord Kivu. Et ils descendent maintenant le long de la frontière burundaise en calculant large, en calculant de manière c'est à peu près 400 km de hauteur, si vous voulez, le long des frontières, et sur une zone de 10 à 20, 50, parfois même 100 ou 150 km. Et il est probable que la suite sera la prise d'Ouvira, qui est au bord du lac Tanganyika, et peut-être aussi remettre la main sur certains sites miniers du sud Kivu maintenant. Oui, parce que la richesse, elle est énorme. Madi Thiembe, François Reckmans l'évoquait, donc le gouvernement de Félix Tshisekedi a ses responsabilités, évidemment. Et c'est la population, les civils, qui sont pris au piège et qui ne sont absolument pas protégés, ni par les uns ni par les autres, et qui sont malmenés par tous, en fait. Vous avez des contacts, vous, là-bas, puisque vous dirigez donc une association qui s'occupe de scolariser des enfants et d'aider les femmes et les enfants là-bas. Quelles sont les nouvelles que vous avez reçues? Et pendant qu'on discute, on verra des images, et vous pouvez les commenter, de vidéos qui viennent de téléphones, donc voilà, la qualité est ce qu'elle est, mais où on voit vraiment, et vous avez reçu ça par WhatsApp, où on voit vraiment que la population est effrayée, a dû fuir des camps, et les exactions sont énormes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, la sécurité était déjà un problème au Nord Kivu, à Goma en particulier, dès lors que le gouvernement a décidé de pouvoir avoir recours aux supplétifs de l'armée, les Wazalendo, les fameux Wazalendo. Dès lors que nous étions en état de siège, parce qu'il faut rappeler, le Nord Kivu est une commune, enfin, une zone en état de siège depuis 2021. Ce qui fait qu'il y a toute une série de... Là, on entend... Voilà, je vous arrête pour reprendre donc ces images. Là, on entend les combats. Oui.
Ça, c'est à la porte de Goma. Voilà. En fait, même pas à la porte de Goma, c'était vraiment à Mugunga. C'est un quartier où nous scolarisons plus d'une quarantaine d'enfants. Et donc, ce que vous entendez là et ce que vous voyez là, c'est exactement ce que nous avons vécu le mercredi 22 lorsque Minova, la ville qui se trouve, donc la localité qui se trouve de l'autre côté de Mugunga, donc une zone agricole, qui est une zone agricole qui est tombée. Voilà. La ville de Minova est tombée un mercredi 22 janvier. Mes équipes étaient sur place à Mugunga parce que nous devions en tout cas apporter du soutien et un accompagnement aux enfants qui se trouvaient là. Et donc on a été pris entre deux feux, en direct. Donc ce qu'on entend là, c'est ce que les équipes ont pu filmer. Et là, les camps que l'on voit qui sont vidés, ce sont des camps de réfugiés d'où alors, François et Madi? C'est-à-dire, réfugiés, ce serait difficile parce que ce sont des personnes qui sont des Congolaises déplacées à l'intérieur du Congo. Elles ne sont même pas réfugiées, ce sont vraiment des Congolais qui ont dû fuir des combats, des combats ailleurs à l'intérieur des terres. Et là, ils ont fui. Ils ont fui jusqu'à arriver à Goma où ils ont été pris. Parce que, mis à part se jeter dans le lac, aujourd'hui, il n'y a plus d'autres issues possibles. Donc la population est prise en étau. D'une part. Que font-ils? Où sont-ils? Mais maintenant, nous n'avons plus de nouvelles, en fait. Donc déjà, avant-hier, par exemple, on a décompté plus d'une centaine de camps qui se trouvaient là, à Goma, qui ont été détruits. Ils ont d'abord été bombardés, avec la venue, en fait, l'arrivée des M23 avec leurs alliés rwandais. Ils ont détruit des camps en les bombardant. Et depuis qu'ils se sont fait rendus maîtres de la ville, ils ont donc éparpillé tous ces camps. Et aujourd'hui, on ne sait pas où ces personnes se trouvent. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles de Bukavu. Donc ça, c'était Goma. Depuis quelques jours, on le sait, le M23 a pris possession de la ville de Bukavu. Et est-ce que là, on sait où ces populations ont fui, où ils sont restés à Bukavu? Et je voulais interpeller aussi François, c'est qu'on a dit dans plusieurs médias que la population de Bukavu avait reçu, en applaudissant, l'entrée des chars du M23 qui sont puissamment armés, on l'a vu. Puissamment. Est-ce que c'est vrai? Je dirais, c'est-à-dire, il faut quand même qu'on se rende compte que le 27, c'est-à-dire le 26 janvier, lorsque ces forces sont rentrées dans Goma, d'abord via le Nyiragongo et puis ensuite atterri à Goma le 27, il y a eu quand même des affrontements meurtriers. On a été témoin d'un carnage. Il y a plus de 3000 corps qui ont été ramassés quand même par la Croix-Rouge. Ce n'est pas rien. Parce qu'on disait que l'opposition était mal organisée, en fait. C'est même pas une question d'opposition. C'est d'abord le fait que nous dénonçons le carnage, en fait. Le carnage qui s'est déroulé. Et donc, la population tout entière a vu ces corps entassés pendant plus d'une semaine là sur les trottoirs. Le CICR a pu les ramasser. Alors mettez-vous à la place de la population de Bukavu. Évidemment, on ne va pas guerroyer, on va pas. On n'a pas trop le choix que d'accueillir, c'est-à-dire l'occupant. La leçon, c'est la terreur. La leçon de Goma a été la terreur, parce que après la prise de Goma, il faut dire que on a vu toute une série de jeunes hommes. Il faut le dire, parce qu'on a assimilé ces jeunes hommes au Wazalendo, donc les supplétifs de l'armée congolaise. On a vu comme ça des exécutions sommaires en pleine ville de Goma, des exécutions sommaires en plein territoire de Nyiragongo, notamment un des plus célèbres. Je rends hommage ici à un chanteur qui s'appelle Delcat Indengo, qui a été assassiné, il faut dire ce qu'il en est. En plein tournage de son clip. Donc ce problème s'est téléporté à Bukavu, où on a vu que les FARDC ont quitté la ville en laissant tenues et armes. Et malheureusement, il y a des enfants qui ont ramassé les armes et qui se sont retrouvés abattus, il faut le dire, abattus d'une balle dans la tête. Donc toute cette série de faits ont démontré que les populations, en tout cas... C'est le but, c'est pour maintenir la population dans la peur. Dans la peur et dans l'angoisse. Parce qu'il faut aussi rappeler que dès qu'ils arrivent, ils coupent l'eau. Ils coupent l'eau, ils coupent l'électricité. Donc on a des personnes qui sont, qui ont faim, qui ont soif depuis 1 semaine, 2 semaines, et on ne s'attend pas à ce qu'on les accueille autrement que dans la liesse. En fait. Mais évidemment, le message et la propagande, c'est de dire le M23 vient vous libérer, vient vous donner de l'eau, en fait. Donner de l'eau et assurer votre sécurité, François, parce que... Alors, ce qui s'est passé à Bukavu, donc comme le dit Madi, la ville n'a pas été défendue. Les autorités ont demandé qu'il n'y ait pas de carnage à Bukavu. Donc là, les armées burundaises et congolaises se sont retirées, même si certains Bakizar, Wazalendo sont restés dans la ville pendant quelques heures. Première chose. Deuxième chose, les foules qui accueillent. Effectivement, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois au Congo.
s'il y a un événement important, la foule est là. Ça ne veut pas dire qu'elle approuve. Et troisième chose, il faut le dire, je pense que certains approuvent, parce qu'ils en ont tellement marre de la mauvaise gouvernance de la République démocratique du Congo et de la déliquescence de l'armée et de la déliquescence de la puissance publique, qui se disent, au fond, pourquoi pas ? Je pense que c'est un calcul qu'on peut vraiment Parce qu'on discuter. le dit, l'armée congolaise du gouvernement Tshisekedi n'est pas payée. Ils n'ont même pas leur paye. Et donc, elle est en pleine déliquescence. C'est une armée fantôme. Oui. Une armée fantôme qui n'est pas bien dirigée. On a changé 4 fois en 2 ans les hauts militaires. N'oubliez pas que Félix Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il se méfie de l'armée. Parce que l'armée, à ce moment-là, est aux mains de son prédécesseur, Joseph Kabila. Donc, il ne fait aucune réforme. Il amène des armements, des mercenaires, il fait recruter des maquisards, des civils à qui on met une tenue militaire et à qui on donne une kalachnikov. Et les soldats, comme vous le dites très bien, ne sont pas motivés. $100 par mois, alors qu'un député, me disait un député gagne $30 000 par mois. Pourquoi est-ce que j'irais mourir au front alors que mes politiciens à Kinshasa se nourrissent grassement? Tout à fait. Donc non motivés, mal dirigés, On disait même mal qu'ils commandés. pillaient aussi les habitants. Donc Oui, mais parce qu'en fait, lorsque ce que nous avons pu observer à Goma, lorsque les rebelles arrivaient, donc l'armée congolaise opérait un repli avec les Wazalendo. Et durant ce repli, malheureusement, il y a eu des scènes de pillage, il y a eu des scènes aussi de destruction de biens publics, il y a eu des scènes aussi d'exécution, donc il faut le dire ce qu'il en est. Et donc cette armée, lorsque vous voyez tout ce qui se passe autour, ces gens reçoivent, et encore François est gentil quand il dit $100, en fait le chiffre exact c'est $85. Donc lorsqu'on fait la conversion de la monnaie, on se rend compte que ces gens vont au front, pas assez bien outillés, avec $85 de solde. Ce n'est pas possible à tenir, pour tenir en tout cas une ville de la taille de Goma. Et je veux aussi rappeler qu'au moment où nous parlons, que ce soit l'aéroport de Goma, l'aéroport de Bukavu, et puis tous les ports aux alentours, parce que Minova, il faut le rappeler, le jour où Minova tombe, il y a déjà du mal à faire acheminer les denrées alimentaires et agricoles de Minova vers Goma. Et puis ensuite, quelques temps après, on a l'un des naufrages les plus emblématiques, ça s'est déroulé le début octobre exactement. On a vu comme ça un bateau rempli, la cargaison remplie de plus de 300 personnes qui sont encore, qui a coulé à 100 mètres du bord. Donc quand on dit que la population, les civils sont pris au piège, c'est vraiment géographiquement pris au piège. Géographiquement, économiquement et aussi au point de vue de l'acheminement des denrées. On va vers une catastrophe humanitaire, on y est déjà. On y est déjà parce que les images en tout cas, on se rend compte qu'on avait déjà des épidémies, on avait déjà le choléra, on avait la rougeole, on avait l'mpox. Donc aujourd'hui, avec ces camps qu'on a bombardés, qu'on a détruits, cela veut dire que des personnes qui étaient accueillies, ici je salue le MSF bien sûr, parce qu'il y avait des antennes de MSF dans certains camps, donc ça veut dire que des personnes avec la rougeole, choléra ou le mpox circulent aujourd'hui dans la ville de Goma et ailleurs. Donc aujourd'hui, on est vraiment face à des épidémies qui sont là, des hôpitaux, parce qu'à Goma, les grands hôpitaux, il y en a à peu près 6 qui sont bondés. Et en plus, les morts, ce qui est horrible, c'est pour ça qu'on a peur des épidémies qui vont naître. Qui sont laissées à ciel ouvert. Voilà, qui sont laissées en ciel ouvert dans les cours des hôpitaux. Donc aujourd'hui, le CICR, je ne sais pas si vous vous rendez compte, fait un plaidoyer pour pouvoir enterrer en fait ces corps, qui sont depuis 3 semaines. Lundi prochain, ça fera 4 semaines, ces corps qui sont là, entassés dans des cours d'hôpitaux. On parle d'une population de combien de personnes? Goma, Bukavu, Minova et la région, François et Madi? À Goma, nous étions à peu près 1 million. Avec les déplacements, on se dit au bas mot 2 millions. Mais évidemment, les personnes qui se font enregistrer dans les camps. Oui. Mais quid de tous ceux qui, depuis 3 mois, sont en train d'arriver? Mais vraiment, c'est des vagues. Des millions de personnes. Maintenant, aujourd'hui, ça touche vraiment des millions de personnes. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Avant que Minova ne tombe, il y a une cité minière de Lubisi qui est tombée bien avant toutes ces villes que nous citons aujourd'hui. Donc, on a vu des afflux de 100 000, 200 000 personnes. C'est inimaginable. En fait. Et Bukavu, la même chose, 1 million 300 000 habitants, sans doute moins de déplacés. Tout à fait. Puisque les déplacés, c'était surtout au nord Kivu, mais c'est une très grande ville, avec, si on prend la ville
au sens large, on est certainement à beaucoup plus qu'1,2 million, 1,3 million. Quel est notre rôle aujourd'hui, la communauté internationale, l'Europe, dans tous ces accords d'échange qu'on dit être suspendus là pour le moment? Est-ce que ça suffira? Que faut-il faire? Alors, quelles sont les solutions internes et internationales? Parce que le grand danger que tout le monde redoute, c'est qu'il y ait une flambée des affrontements dans toute la région, puisque vous le disiez, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi, il y a tous ces pays là autour. Aujourd'hui, on a déjà 4 armées qui se battent sur le territoire congolais. Oui. 4 armées étrangères, plus l'armée congolaise. Et effectivement, on redoute une extension du conflit à la région, c'est-à-dire dans les autres pays. Ça pourrait arriver. Le Burundi s'inquiète de la présence du Rwanda maintenant sur sa frontière ouest. Il n'est pas exclu qu'il y ait une guerre entre le Rwanda et le Burundi. En tout cas, les 2 pays la préparent. Entre l'Ouganda et le Rwanda, ça a toujours été, comme je vous l'ai expliqué, amitié, rivalité, mais il y a déjà eu des combats entre les deux pays à l'époque où ils occupaient l'est du Congo, à Kisangani. Alors, que faudrait-il faire pour apaiser... Que peut-on faire? Bon, je ne suis pas sans doute le mieux placé, mais je pense que la tâche est immense. Mais de toute façon, pour nous, vous parlez de nous. Oui, notre je rôle, pense que notre responsabilité. Nous, la première chose que nous devons, que l'Union européenne, mais ce n'est pas gagné, les États-Unis sont pour l'instant aux abonnés absents, on sait pourquoi. L'Union européenne peut prendre des sanctions, parce qu'il y a quand même un agresseur et un agressé, il faut quand même le dire, même s'il y a des gens qu'il fallait défendre et qui étaient agressés à l'intérieur du Congo, il y a un agresseur, et donc c'est pas égalité, c'est pas... Donc je pense qu'il faut des sanctions, et pas seulement la rupture de des accords d'échange. Cet accord n'était pas encore entré en vigueur, hein, parce qu'il faut une feuille de route pour qu'il soit mis en route. La feuille de route n'existe pas. On vient juste de bloquer quelque chose qui n'était pas encore opérationnel, on va le dire platement. Oui. Il faut dire, si je peux me permettre, c'est qu'au moment où cet accord a été passé, en 2024, donc en avril dernier, ça veut dire qu'on a vu une résurgence, en tout cas des combats et l'avancée du M23 sur le terrain. Parce qu'il faut rappeler quand même aux auditeurs que cet accord permet, c'est-à-dire notamment à nous, à moi, à vous, à nous en tant que consommateurs européens, de pouvoir donc avoir, avoir une transition écologique et permettre à ce que tous nos objets... Du coltan et des minerais qui permettent... du coltan, de la cassitérite, etc. Du cobalt. Ce que dit souvent le professeur Mukwege, c'est qu'effectivement, tant qu'il y a ça dans le sol et que c'est vraiment la malédiction, la malédiction des ressources. Oui. Parce qu'aujourd'hui, depuis que cette espèce d'accord est passé entre l'Union européenne qui demande au Rwanda de pouvoir le fournir en ressources stratégiques, en métaux rares stratégiques, qu'on ne trouve qu'en RDC, comme par hasard. Je vous ai cité la mine de Lubisi, mine de Lubisi dans le Calais. Et bien, cette mine fournit du coltan, de la cassitérite et de la wolframine. Donc, aujourd'hui, entre ce moment où on signe cet accord et la ressurgence des combats... Parce qu'effectivement, tous les groupes armés, ils sentent un intérêt économique puissant. Bien sûr. Il n'y a pas que le coltan, hein. On peut aussi parler des exportations d'or, etc. Alors, que peut-on faire? Moi, en étant un peu schématique, je pense que des sanctions sur le régime qui agresse sont indispensables. Le budget du Rwanda, c'est 4 milliards de dollars par an. L'aide au Rwanda, l'aide complète, britannique, etc., c'est 1,3 milliard. Et donc, effectivement, et les Britanniques semblent envoyer des messages en disant... Faire pression sur le Rwanda. Bien entendu, mais aussi faire pression sur les autorités congolaises pour ouvrir un espace de négociation. De toute façon, il faut le dire platement, je crois que la guerre ne peut plus être gagnée. Je ne vois pas comment le président Tshisekedi a parlé d'une riposte vigoureuse. Impossible. Impossible. Il faut réformer l'armée. Il faut prendre des années. Et il faut même, mais ça c'est un chantier encore plus grand, il faut refaire l'État. L'État congolais est un État failli, est un État criminel, donc il y a un chantier énorme à l'intérieur. Mais de toute façon... Et l'État rwandais est très puissant. Bien entendu. Très organisé. Très organisé. Et il soutient, pour vous donner un exemple, les Français sont très réticents à des sanctions, mais ça s'explique. Les Français financent l'arrivée des soldats rwandais au Mozambique pour protéger un grand projet de Total Energy. Donc le Rwanda a une image de développement, le Rwanda a une image d'autorité et de force. Donc le sanctionner, c'est très difficile pour la communauté internationale. Voilà. Personnellement, quand on voit comment le Rwanda évolue, je ne suis même pas sûr, quand j'ai vu la réaction par rapport à la possibilité de sanctions belges,
je ne suis pas sûr que le pouvoir à Kigali n'ira pas jusqu'au bout, sanction ou pas. Mais là, qui peut le dire aujourd'hui? Parce que le Rwanda est plus fort que jamais aussi. Il est proche de Poutine. C'est très difficile de faire basculer les choses. Mais il y a moyen. Mais oui, il y a moyen, parce que si aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, on s'entend pour dire que cette armée rwandaise formée, outillée, elle a été outillée quand même par la même communauté internationale à qui nous demandons des sanctions. Donc cela veut dire qu'il y a des négociations et même un dialogue fort, certain, qui doit être là sur la table, parce qu'aujourd'hui, que ce soit la Commission, le Parlement européen qui doivent prendre une décision, cette décision doit être prise et pas simplement à huis clos. On ne peut pas se dire que nous allons continuer à extérioriser notre sécurité, à nous, Européens, à extérioriser notre économie, le fait de pouvoir avoir accès à des ressources que nous ne disposons pas. Donc aujourd'hui, cette écologie que nous appelons de tous nos voeux, cette écologie, elle doit être aussi dans notre attitude, et notamment en tant que nous, consommateurs, qui votons. On vote, et aujourd'hui, les opinions européennes, en tout cas, savent qu'il y a un problème. On ne peut pas, pouvoir avoir des appareils connectés chez nous à la maison au prix de la vie d'un petit Congolais de l'autre côté. Donc, à un moment, on ne peut pas à chaque fois présenter le Rwanda comme le bon exemple. Non, ce n'est pas le bon exemple. On est en train de financer cette armée pour qu'elle puisse détruire un pays. Pour nos intérêts. Voilà, pour nos intérêts. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit pouvoir dire et dénoncer. Oui. François. Et rapidement, il reste 1 minute 30 environ. Je pense aussi qu'il faut... Je vous parlais de fight and talk. Je pense aussi qu'il faut ouvrir un espace de négociation plus large que le Congo. Il faut ouvrir un espace de négociation dans la région. Et je pense qu'effectivement, si on pouvait trouver un espace d'ouverture et de développement économique commun, gagnant-gagnant, je pense qu'on pourrait alors voir des perspectives où c'est plus intéressant de faire la paix pour y gagner tous que de faire la guerre avec beaucoup qui perdront. Oui, évidemment. Voilà. Cette émission est sur le point de se conclure, mais vous reviendrez effectivement, parce qu'à mon avis, il y aura encore beaucoup de changements d'ici les prochaines semaines ou mois. Mais d'urgence, on peut vous aider. Madi Tiembe, aider la Fédé. On va le voir sur vos écrans. Il y a un numéro de compte que l'on mettra aussi sur notre site internet du Centre d'Action Laïque, un numéro de compte où on peut verser des dons pour vous aider sur place. Hein, vous envoyez là-bas parce qu'ils ont besoin évidemment de tout. Et il y a aussi une action politique tous les mardis, c'est bien ça? Oui, effectivement. Il y a des sittings, des manifestations parce qu'il faut faire entendre votre voix. Voilà. Et ce qui est la nôtre aussi, effectivement. On veut rappeler en tout cas à l'Union européenne, à nos décideurs qu'on a envoyés à l'Europe, on veut leur rappeler que ces accords, en tout cas, ils ont mis une holà. On aimerait qu'ils stoppent ces accords et que nous puissions vraiment, comme l'a dit François, se mettre autour d'une table, toutes les nations finalement, et de discuter qu'est-ce que nous faisons ensemble pour notre humanité. Merci beaucoup Madi Tiembe, merci François Reikmans pour nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à vous d'avoir fait le choix de nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à tous.